Alors, oubliez un instant les empires qu'on connaît tous, comme l'empire romain ou mongol. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une puissance ouest-africaine qui, bien avant l'arrivée des Européens, a construit un système politique vraiment unique et a dominé toute une région. On parle bien sûr de l'ascension de l'empire du Jolof. Quand on pense aux grandes civilisations africaines, les noms qui viennent souvent en tête sont l'Égypte, peut-être le Mali, et pourtant, sur les terres de ce qui est aujourd'hui le Sénégal, une autre force impériale a vraiment prospéré, et elle a bâti un héritage complexe qui résonne encore de nos jours. Il faut bien se rendre compte que pendant près de 200 ans, cet empire a été le véritable cœur battant de la Sénégambie. C'est lui qui dictait les règles du jeu, que ce soit en politique, dans la société ou dans la culture, et ce, bien avant que les cartes du monde ne soient complètement redessinées. Cet empire, donc, c'est l'empire du Jolof. Et la question qui se pose est fascinante. Comment une telle puissance a-t-elle bien pu voir le jour? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à ses origines, un mélange de mythes et d'histoires. Et tout commence, comme souvent dans ces grandes histoires, par une légende. Une histoire qui s'est transmise de génération en génération, celle d'un homme un peu mystérieux qui allait réussir à unifier tout un peuple. Au cœur de cette légende, il y a un personnage, Ndiadiandjaye. Alors, imaginez un peu la scène. Des chefs locaux sont en pleine dispute, ça crie, c'est violent, au bord du fleuve Sénégal, et là, tout à coup, un étranger sort des eaux. Il ne demande rien, il ne cherche pas le pouvoir, mais il a une telle sagesse qu'il règle leur conflit en un claquement de doigts. Les chefs sont tellement impressionnés qu'ils n'ont qu'une seule réaction, ils se soumettent à lui. Et c'est comme ça que serait né le premier Bourba, le tout premier souverain du Jolof. Bon, bien sûr, derrière la légende, il y a une réalité historique. L'histoire de Ndiadiandjaye, en fait, elle symbolise un moment clé, l'unification des peuples Wolof. Arrivés dans la région au XIIIe siècle, ils étaient d'abord sous la domination du très puissant Empire du Mali. Mais au milieu du XIVe siècle, l'Empire du Mali commence à faiblir. Le Jolof voit une opportunité, il saisit sa chance, déclare son indépendance et commence à forger son propre destin. Mais attention, fonder un empire, c'est une chose. Le gouverner, c'en est une autre. Et c'est vraiment là que le Jolof se démarque, avec un système politique d'une originalité assez surprenante pour l'époque. À la tête de l'empire, on trouvait donc le Bourba. Mais oubliez complètement l'idée d'un roi qui hérite du trône de son père. Ici, le pouvoir, ce n'était pas une question de sang. Le Bourba était élu. C'est un conseil formé par les chefs des royaumes vassaux, comme le Cayor ou le Baol, qui se réunissaient pour choisir son souverain. Une monarchie élective en plein XIVe siècle, c'était tout sauf courant. Et le processus était très codifié, très précis. Une fois qu'il était désigné par ce collège de dirigeants, le futur Bourba devait passer par toute une série de rituels assez complexes. Ces cérémonies le transformaient, le sacralisaient. Elles faisaient de lui une sorte de pont entre le monde des humains et celui des esprits. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe vraiment incroyable. D'un côté, le Bourba est un être sacré, on le voit presque comme un dieu vivant. Mais de l'autre, son pouvoir est en fait super fragile, parce que ce statut divin, ce n'est pas un chèque en blanc. Il est lié à une obligation de résultat. Il doit assurer la prospérité. Un roi qui amène la famine ou la défaite, eh bien, il n'est pas juste incompétent. On considère qu'il est défavorisé par les dieux, et il peut être destitué là, sur le champ. Mais le Bourba ne gouvernait pas tout seul. À ses côtés, il y avait une autre figure politique de tout premier plan, qui incarnait le pouvoir au féminin, la linguère. La linguère, attention, ce n'était pas une simple première dame, c'était une véritable force politique à part entière. Regardons la comparaison. Si le Bourbébaé avait le pouvoir politique et spirituel suprême, la Linguiré, elle, détenait un pouvoir judiciaire et économique bien réel. Elle avait ses propres terres, elle percevait ses propres impôts. En fait, elle agissait comme un véritable contre-pouvoir, et ça garantissait l'équilibre au sommet de l'Empire. Avec une structure politique aussi solide, aussi équilibrée, le Jolof était prêt à dominer la région. Et au XVe siècle, l'Empire entre dans son âge d'or. Il atteint vraiment l'apogée de sa puissance. Sous des souverains comme Biram Djemi Heller, l'autorité du Jolof s'étend sur quasiment toute la Sénégambie. C'est à ce moment-là, dès les années 1440, que les premiers navires portugais apparaissent sur la côte. Et loin d'être une menace immédiate, ce contact va d'abord être une aubaine. Ça ouvre de nouvelles routes commerciales et surtout, ça introduit un atout militaire majeur. Et cet atout, c'était le cheval. Grâce à lui, la cavalerie du Jolof devient une force redoutable. L'Empire pouvait désormais mobiliser une armée de dizaines de milliers d'hommes, ce qui lui permettait de consolider sa domination sur toute la région. Cette force militaire, bien sûr, elle reposait sur une économie solide. Les piliers, c'était l'agriculture, avec notamment la culture du mil, l'élevage, mais aussi, et surtout, le commerce de produits précieux comme le sel, l'or ou le bétail, qui circulaient à travers toute la région.
Pendant près de 2 siècles, l'empire du Jolof a vraiment semblé invincible. Mais cette unité, qui a été construite sur un équilibre très délicat, eh bien, elle n'était pas éternelle. Lentement, mais sûrement, des fissures ont commencé à apparaître dans les fondations de l'empire. Derrière cette facette de puissance, le ver était dans le fruit. Il y avait des rivalités entre les lignées royales pour l'élection du Bourba, et puis des tensions qui grandissaient avec les royaumes vassaux qui devenaient de plus en plus riches, de plus en plus ambitieux, et qui commençaient à miner l'autorité centrale. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, et inévitable. Comment un empire qui semblait si bien structuré, si puissant militairement et économiquement, a-t-il pu au final s'effondrer? Les fractures internes ont fini par faire céder tout l'édifice. Au XVIe siècle, l'Empire se disloque. Mais comment, exactement? Quel a été l'élément déclencheur qui a transformé ces simples fissures en un effondrement total? C'est ce qu'on explorera dans une prochaine analyse en racontant la chute de l'Empire du Jolof.